Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment de rentrée et nous consacrerons nos 2 prochaines émissions au fond, dans la série Le philosophe et ses questions, à la République. Renaissance de la République et République de la Renaissance, car en vérité, après avoir subi une éclipse, eh bien, l'intérêt philosophique pour la République s'est réveillé. C'était très étrange, mais à la rentrée de septembre, on assiste à une série de publications, par exemple dans l'excellente librairie Gallimard, 3 essais sur la République. Et donc, nous voulions évidemment, et également sur Florence, l'intérêt sur Florence, une grande exposition à Berlin, tandis que à la veille des vacances, il y a eu une grande exposition au musée Jacques Marandré sur les pannes de la Renaissance. Bref, ça nous a semblé intéressant de commencer ainsi. Et c'est pourquoi, eh bien, cette fois-ci, je vais pour une fois laisser la parole à mes amis, puisqu'ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'interroger sur la République imaginaire. Alors, je laisse la parole à notre ami Alexis Lacroix. Chère Blandine, évidemment, je reste sous le coup de l'émotion de la lecture que m'a procuré votre livre, puisque c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Il va bientôt paraître, il n'est pas encore totalement, je crois, encore en librairie, mais dans quelques jours. Oui. La République imaginaire, le premier tome, donc, qui est consacré à la Renaissance, il est absolument passionnant. C'est de l'érudition accessible pour toutes celles, pour tous ceux qui veulent comprendre nos républiques démocratiques d'aujourd'hui, mais également les menaces qui pèsent sur elles, on y reviendra, mais qui veulent aussi se documenter en homme, en femme de savoir, qui désirent comprendre sur cette époque, ce Big Bang au fond historique qui a eu lieu lorsque la France, l'Italie, l'influence marane se sont conjointes pour produire les républiques démocratiques modernes et cet humanisme civique auquel vous êtes depuis si longtemps très attaché. Donc une première question pour aller droit au but, comme on dit à Marseille. Votre ouvrage qui va paraître donc aux éditions du Cerf, je le disais, c'est le premier d'une série de 4 volumes qui vont être consacrés à la généalogie de la République. Non, à la pensée, oui, enfin la pensée républicaine, mais moderne. Du 15e au 18e siècle. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix, alors que d'habitude, très souvent, enfin dans la vulgate, dans les médias, on dit que la pensée politique moderne débuterait au moment des grandes révolutions du XVIIIe siècle, et notamment de la Révolution française. Oui, et américaine. En effet, c'est l'idée que la pensée politique moderne trouve son fondement dans les révolutions. Eh bien, on devrait remarquer qu'à partir des révolutions, se sont appuyés sur les révolutions des grands systèmes d'idées politiques, le libéralisme, la pensée libérale, avec l'insistance sur l'économie, la révolution sociale, la révolution conservatrice, qui en fait s'éloigne beaucoup, n'est-ce pas, de l'idée républicaine, qui a ses fondements plus en avant. Et c'est pourquoi je les ai cherchés du 15e au 18e siècle. Alors c'est un livre foisonnant et passionnant, je le répète encore une fois, très accessible, hein. C'est de l'érudition mise à la disposition d'un public qui n'est pas forcément versé dans la lecture de la philosophie politique, donc ça c'est très important de le dire. Vous expliquez dans votre ouvrage qu'il y a différents aspects dans la pensée politique républicaine de la Renaissance, celui de ce que vous appelez la République imaginaire d'un côté, et celui du réinvestissement du réel qu'a pratiqué Machiavel en Italie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir justement ces deux notions-là? Qu'est-ce que vous entendez par République imaginaire, notamment Blandine Krier-Gel? Commençons par la République imaginaire. C'est vrai, hein, d'ailleurs, si vous voulez, au fond, qu'est-ce qui est connu dans la Renaissance, dans la Renaissance de ceux qui s'intéressent à la pensée politique? Machiavel et Guy Chardin, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose qui est connue et discutée depuis très longtemps, en particulier en France. En revanche, les penseurs de la première Renaissance, enfin des premières étapes du XVe siècle, eux sont beaucoup moins connus. Salutati, Leonardo Bruni, Léon Battista Alberti, je relève ceux que j'avais en quelque sorte sélectionnés, à l'exception d'un précurseur qui est Pétrarque, sont beaucoup moins connus. Alors, pourquoi la République imaginaire? Eh bien, au fond, que connaissons-nous tous, n'est-ce pas, de Florence? Les images, les artistes, les arts.
Et c'est pour ça que des millions de personnes Donc, vont à chacun Florence. en mémoire Botticelli, par exemple. Oui, Voilà. effectivement, vous avez raison. Au fond, ce qui incarne aux yeux d'un grand public, d'un très vaste public, je dirais même une incarnation mondiale, la Renaissance à Florence, c'est la Vénus, n'est-ce pas, de Botticelli, et le printemps, les deux. Mais au-delà de cela, c'est aussi la sculpture, n'est-ce pas, sur la place de la Signoria, Michel-Ange, Donatello, Cellini, enfin, il en est beaucoup. L'architecture, la cathédrale de Brunelleschi avec le dôme de Brunelleschi et le baptistère de Giotto. Et toute cette architecture merveilleuse de Florence. Bref, les arts. Et aussi, je dirais, qu'est-ce qui est très connu? Eh bien, le retour à l'antique, l'humanisme, qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme qui s'est déployé là-bas avec un travail d'Hercule. D'ailleurs, la thématique d'Hercule revient toujours en avant pour retrouver toute cette culture antique. Alors, donc, en vérité, n'est-ce pas, cette Renaissance italienne nous éblouit, au fond, par son esthétique, par ses arts. Et pour comprendre cette domination à la fois des arts plastiques et du discours, des arts littéraires. Et nous verrons la semaine prochaine ce que nous en dira une excellente spécialiste, Émilie Séris, en particulier à travers la personnalité d'Ange Policien. Eh bien, en vérité, je suis partie d'une remarque de Panofsky qui m'a beaucoup frappée. Pour expliquer la différence qui existait, dans la discussion de l'opposition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, Panofsky a dit ceci, il a dit, au fond, la différence, c'est que le Moyen-Âge ne savait pas que l'Antiquité était morte, n'est-ce pas? Il ne savait pas, il croyait la continuer. Alors que la Renaissance a compris que c'était fini, l'a enterré, lui a fait des funérailles et a essayé de ressusciter son âme, de la ressusciter sur un plan, au fond, essentiellement virtuel. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose, et alors c'est d'autant plus important que nous savons que cette République de Florence n'a duré qu'un an. En 1494, quand Charles VIII d'Anjou est arrivé, au fond c'était quasiment fini, cette expérience républicaine. Et bien cette comment dire, instauration imaginaire en quelque sorte de la République a été aussi un passeport pour sa survie. Et donc, au fond, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Mais vous avez raison, il y a un autre aspect qui n'est pas du tout celui de l'imaginaire, mais qui est quand même très important dans la pensée de la Renaissance et des premières étapes, et surtout dans le lien qui existe entre, si vous voulez, la Renaissance des arts et la pensée humaniste. Voilà. Bon. J'ai répondu à toutes vos questions, cher Alexis. Alors, aux miennes, oui. Mais peut-être qu'Alexandre souhaite, à son tour, livrer sa lecture et vous poser des questions, Blandine. Il m'est très difficile de poser des questions parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et profondément. Mais je vais essayer de faire un biais. Comme par hasard, et évidemment, comme on dit en russe, nie случайно, ce n'est jamais tout à fait un hasard. Il n'y a jamais de hasard, oui. Eh bien, écoutez, la grande réaction anti-Berlusconi de la télévision italienne, c'est-à-dire de la RAI et du secteur d'État de la télévision italienne, c'est-à-dire en fond de Mario Draghi, est arrivé, et c'est un film. Alors c'est un film international qui est consacré au siècle des Médicis. Les Médicis, maîtres de Florence. Les Médicis, maîtres de Florence. Et alors, à travers des épisodes qui sont tous d'ailleurs extrêmement travaillés et extrêmement érudits, c'est toute l'histoire de cette République qui se déverse. Et bien entendu, ce n'est pas un hasard qu'on le dise à l'Italie en disant oui, vous avez la mafia, oui, vous avez la corruption, oui, vous avez un État qui a été défaillant, et nous avons subi, mais pas plus que la France d'ailleurs, le Covid avec violence. Mais nous sommes toujours là. L'Italie est là, la République est là, et elle a été grande, et c'est elle qui a été l'éducatrice de toute l'Europe. Et on ne peut pas ne pas regarder ce film sans ne pas le comprendre. Tout est là. Bien entendu aussi, on constate qu'à un moment donné, exactement comme toute l'idéologie weimarienne que vous connaissez si bien, Alexis,
a pris la fuite vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers les États-Unis, et a donné au fond une partie de cette révolution américaine de New Deal avec de grands esprits qui sont venus innover à Hollywood déjà, à commencer par Fritz Lang. Eh bien, écoutez, nous avons le même phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons plutôt au XVe siècle, c'est-à-dire qu'au XVe, XVIe siècle, au fond, cette ubérosité, cette capacité extraordinaire qu'a eu l'Italie d'inventer et de créer, elle a fini par trouver le chemin de l'exil. Benvenuto Cellini et Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est quand même mort à Amboise. Et au fond, la France, finalement, a recueilli à ce moment-là, et c'est le début de la grande floraison de la France et de l'Angleterre à travers, évidemment, des Italiens anglais comme John Florio, etc. Mais finalement, Shakespeare aussi est incompréhensible sans cette méditation sur la République italienne et son échec, sur ses guerres civiles, sur son racisme avec... Bon, eh bien, tout cela est là. Eh bien, nous avons le même phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Italie, finalement, malgré toutes ses difficultés, irradie à travers cette série et à travers un certain nombre d'autres manifestations, comme celle de Mario Draghi à l'échelle européenne, eh bien, une espèce de renaissance. Et évidemment, on commence à comprendre, mais oui, tout ce qui nous a rendus grands, que ce soit en Angleterre, en France ou en Allemagne, c'est quand même cette pensée italienne. Cette pensée italienne qui est au départ. Et si elle n'était pas là au départ, si elle n'existait pas à la fois sous une forme esthétique, scientifique, car eh bien évidemment les mathématiques sont absolument présentes au même titre que l'art, et Léonard de Vinci en est l'expression ramassée, tout cela n'aurait pas existé. Donc le sourire mystérieux de la Joconde, eh bien, c'est ce sourire mystérieux que l'Italie nous tend comme un miroir pour tout notre destin européen. Alexis, je vais répondre à la deuxième partie de votre question que j'ai éludée. Sur le retour au réel prôné par Machiavel. Ouais, alors, je vais vous dire, effectivement, au fond, Machiavel, comme je le disais au début, est connu. Mais qu'est-ce qui n'est pas connu et que personnellement j'ai voulu à la fois connaître, transmettre et surtout comprendre? Eh bien, ce sont les penseurs de la première étape, de la première étape du Quattrocento, c'est-à-dire si je redis pour la seconde fois les noms de Coluccio Salutati, Leonardo Bruni et Léon Battista Alberti. Alberti est plus connu parce que les historiens de l'art s'y sont énormément intéressés. Et ils ne sont pas connus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est ça que j'ai essayé de montrer. Qu'est-ce qu'ils ont apporté d'absolument inédit à la pensée politique? Eh bien, évidemment, l'humanisme, ça tout le monde le sait, le retour aux antiquités. D'ailleurs, au fond, c'est de l'effort de tous ces humanistes qu'est sortie une connaissance des œuvres qui, à la fin du Quattrocento, était quasiment la même que celle que nous avons aujourd'hui. Ils ont vraiment presque tout retrouvé. Mais surtout, eh bien, ils ont apporté au fond trois choses. Une idée de la liberté, la libertas, qui était brodée sur les bannières de Florence, de la liberté politique, n'est-ce pas, c'est-à-dire liée à ce que Hans Baron, un grand historien allemand et émigré ensuite aux États-Unis, a appelé l'humanisme civique, effectivement. La citoyenneté active, vous savez, la fameuse vita activa dont parle par exemple toujours Hannah Arendt. Eh bien, ça, ce sont des idées de ces humanistes italiens, de ces penseurs humanistes italiens. Et surtout, ce qui m'a le plus intéressé, évidemment, pour la philosophie politique, l'extraordinaire effort de Leonardo Bruni, en rupture avec le Moyen-Âge, de revenir à une compréhension correcte de la politique d'Aristote, c'est-à-dire l'opposition entre la République et l'Empire. Pourquoi c'est si important? C'est si important parce que ça décèle définitivement, n'est-ce pas, l'idée républicaine de son insertion dans l'Empire, la République contre l'Empire, Brutus contre César. Ça, c'est un thème absolument fondamental de ces penseurs. Jusqu'à même dire du bien de Pompée contre César. Oui, Pompée contre César. Et aussi, au fond, l'idée de la racine étrusque, n'est-ce pas, de Florence, plus encore que de sa racine finalement romaine, parce que, bref, une idée de la République qui n'est pas impériale, contrairement à ce qu'on va trouver justement chez Machiavel.
Et alors, un autre aspect qui m'a semblé extrêmement important, c'est que finalement, on appelle ça, si vous voulez, ce qu'on appelle l'humanisme. Eh bien, c'est aussi une dilatation, une diffusion de toute cette pensée de l'humanisme civique dans, au fond, l'ensemble de l'espace italien. C'est-à-dire d'abord avec l'appui de l'humanisme romain, de la curie pontificale, au moment du concile de Ferrare-Florence, où on essayait de faire revenir, n'est-ce pas, l'orthodoxie et de s'unir, hein, après la chute évidemment de Constantinople. L'humanisme des savoirs, et des sciences physiques et des savoirs, Toscanelli, Nicolas de Clusier, d'autres noms là apparaissent, et enfin, si vous voulez, un humanisme en relais direct avec les politiques, avec les médicismes littéraires, comme celui d'Ange Policien, dont nous parlerons donc encore une fois. Et enfin, au fond, le lien avec la philosophie. Parce qu'il y a une philosophie de la Renaissance, là aussi elle est connue des philosophes, puis Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, mais qui est, au fond, qui n'est pas dissociable, même si elle s'éloigne un peu, puisque dans l'ésotérisme et quelquefois dans une pensée magique, elle s'éloigne, au fond, du premier, de ce rationalisme premier, mais qui est absolument fondamental. Et par quoi, d'ailleurs, la dimension intellectuelle s'est extraordinairement élargie, parce qu'il ne s'agit pas simplement du retour aux antiquités grecques et romaines, mais aussi du retour aux antiquités hébraïques d'abord, avec l'importance de la Kabbale pour un Pic de la Mirandole, chaldéenne, perse. Il y a, même chez Alberti, n'est-ce pas, égyptienne, n'est-ce pas, et il y a là une ouverture extraordinaire du monde européen sur l'ensemble au fond, de ses sources. Oui, bon, j'espère vous avoir répondu, cher Alexis. Marielle? Bien, donc effectivement, il y a un personnage très important dans toute cette histoire de la République imaginaire. C'est évidemment Machiavel. Oui, bien sûr. Bien. Alors, Machiavel, il est passionnant parce qu'au fond, c'est un homme qui a commencé par une expérience politique. Cette expérience a mal tourné puisqu'il s'est retrouvé en exil. Et il a fait son œuvre en exil. Oui, enfin, un exil qui n'était pas très lointain. Hein, oui, mais enfin, c'est dans l'après-coup. On va dire que c'est dans l'après-coup qu'il va penser et qu'il va écrire. Alors la question que je voudrais poser, c'est au fond, que pensez-vous de Machiavel, puisque tout le monde ne s'accorde pas? Est-ce qu'il était véritablement un républicain ou est-ce qu'il était au contraire un partisan d'un prince autoritaire? Plus que ça, même certains le soupçonnent d'être carrément partisan, n'est-ce pas, de la tyrannie, d'un prince tyrannique. Bon, alors écoutez, merci de me poser cette question, chère Marielle, parce que au fond, c'est une question en débat depuis Bodin, on peut dire ça, n'est-ce pas? Pour Bodin, qui par ailleurs admire énormément Machiavel, puisqu'il dit qu'entre Aristote et lui, Bodin, il n'y a que Machiavel qui est important. Et après Spinoza, Acutissimus Machiavellus. Et après ça, il y a un débat, effectivement, Spinoza, Rousseau pense que Machiavel est du parti républicain et qu'il n'a montré le prince que pour faire comprendre, n'est-ce pas, à quel point il était un monstre et combien il fallait revenir à la République. Mais ça, c'est un point de vue. Il y en a un autre opposé qui a été défendu par exemple, plus récemment par Léo Strauss ou par Harvey Mansfield. Je parle là d'auteurs américains qui ont dénoncé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le machiavélisme, c'est-à-dire en fait la revalorisation de la guerre, de la puissance et même du crime, et même l'immoralité de Machiavel. Alors, justement, m'intéressant au fond à ce débat qui est tout à fait fondamental, eh bien, moi, j'ai élaboré, si vous voulez, ma propre compréhension et ma propre réponse à cette question, qui est que
incontestable. Je l'ai élaboré comment? Tout simplement en lisant Machiavel, parce que Machiavel a fait 3 livres qui sont fondamentaux, qu'il faut lire ensemble. Les discours sur les décades de Tite-Live, où il montre ce qu'a été la force de Rome. Les histoires florentines, où il établit les raisons de la faiblesse à ses yeux de Florence. Pourquoi Florence, finalement? Pourquoi la République s'est effondrée à Florence? Et enfin, Le Prince, où il présente une sorte de solution finale à ses yeux. Alors, qu'est-ce que nous dit Machiavel? Il nous dit comment conçoit-il la République? Pour lui, la République de Rome a été forte parce que c'était une République, premièrement, n'est-ce pas, établie sur des lois, et que les lois étaient là pour résoudre les conflits, pas simplement pour les exhiber. On cite toujours une phrase de Machiavel où il explique que c'est très bien d'exhiber des conflits, mais afin, évidemment, qu'ils soient ensuite solutionnés dans la loi. Mais deuxième point, la force de Rome, pardonnez-moi, elle repose sur au fond, sur un accommodement, un gouvernement mixte, n'est-ce pas, du peuple, du Sénat et, bref, de la société romaine, qui a trouvé une issue à ces conflits. Et enfin, le troisième point qu'il explique déjà, c'est que Rome a été grande par la guerre. Et il salue, n'est-ce pas, la paix à l'intérieur et la guerre, y compris la guerre de conquête, à l'extérieur, la République impériale. La faiblesse de Florence, la faiblesse de Florence, là, il est intarissable. Alors, dans le langage, si vous voulez, qui est le sien, dans la pensée qui est la sienne, il la rapporte à un jeu entre une thématique qui est toute puissante et toute omniprésente à la Renaissance, l'opposition entre la vertu, virtus, n'est-ce pas, c'est-à-dire, au fond, l'énergie humaine, la force de liberté humaine possible, et la fortuna, c'est-à-dire le destin, la providence, enfin, au contraire, les forces extérieures qui s'abattent sur vous sans qu'on puisse faire grand-chose. Et en fin de compte, pour Machiavel, la faiblesse de Florence s'explique par le fait qu'elle n'a pas su défendre avec ses prophètes désarmés, n'est-ce pas? Elle n'a pas su se défendre contre les assauts extérieurs et contre les divisions intérieures. Et c'est pourquoi la solution qu'il propose dans Le Prince, ce n'est pas la renonciation à la République, n'est-ce pas? Il ne cesse pas d'être républicain, parce qu'on dit quelquefois, Machiavel dit A et non A, une fois la République, une autre fois Le Prince. Non, ce qu'il propose, c'est qu'on donne une place, n'est-ce pas, dans la République à la puissance. Alors évidemment, cette place, il la voit comme assez extérieure, n'est-ce pas? C'est la puissance des condottières, c'est la puissance du prince qui va jusqu'au crime, qui va jusqu'au meurtre. Mais c'est même les Borgia. Oui, et César Borgia est son modèle, n'est-ce pas, dans Le Prince, mais ou Castruccio Castrani, enfin, donc des gens véritablement atroces. Okay. Mais ce qu'il dit, et ça a été un viatique pour les républiques qui l'ont suivi, c'est qu'une république ne peut pas se défendre, ne peut pas, si elle ne consent pas à donner une place à la puissance et par conséquent pour lui à la guerre. Alors c'est tout le débat sur Machiavel qui évidemment durera. Au fond, les républiques de cité qui ont été influencées par la République de la Renaissance, c'est-à-dire le courant républicain anglais, le courant républicain américain, Machiavel, n'est-ce pas, qui fait une place au commerce, à la vertu et à la puissance, vous savez, le citoyen armé américain, eh bien, au fond, est parfaitement compatible avec le développement républicain, mais pour d'autres, si vous voulez, non seulement en France, au fond, ce machiavélisme a donné lieu à le développement d'un État qui, lui, concentre la puissance et qui instaure la paix, sans être nécessairement accompagné d'une conception impériale ou impérialiste. Et enfin, évidemment, pour les théologiens du XVIe siècle, qui sont revenus à une conception beaucoup plus, si vous voulez, fondamentale de l'importance de la morale en politique. Non, il faut se débarrasser, au fond, du machiavélisme. Et là, ça a été le cas en particulier des protestants français, des monarchomaques français, de tout le courant théologien, n'est-ce pas, du XVIe siècle. Mais là, nous débordons sur la Renaissance. Et vous voulez dire quelque chose? Vous me posez une autre question encore? Déjà, la France, finalement, a trouvé la paix, et c'était une paix précaire,
Avec l'expansion coloniale, elle a exporté finalement son désir de revanche vers le monde colonial. Elle a conquis la moitié de l'Afrique. Tout n'a pas été affreux, tout n'a pas été formidable. L'Indochine, magnifique colonie. Et puis deuxièmement, eh bien ensuite, la France, évidemment, c'est le courant protestant que l'on voit totalement présent dès la guerre d'Algérie pour dénoncer véritablement les abus de la colonisation. Donc finalement, il y a une espèce de continuité historique étonnante. Mais nous sommes bien loin là de la République de Florence. Alors, je voudrais dire, parce que je pense à l'émission que nous ferons la semaine prochaine en recevant Émilie Sirris, que c'est très difficile en vérité dans le faible temps qui nous est imparti au fond d'exposer la substance d'un livre ou de sa problématique sans faire des raccourcis qui sont au fond un peu peut-être approximatifs ou insuffisants, mais que ça ne doit pas évidemment nous détourner de l'intérêt extrême, n'est-ce pas, de cette République de Florence. Et bon, je n'ai pas évoqué la dimension littéraire, je n'ai pas évoqué la dimension, d'ailleurs chrétienne. Il y a une dimension chrétienne ou kabbaliste, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un kabbalisme très important à la fin du Quattrocento, en particulier chez Marcille Ficin et surtout chez Pic de la Mirandole. Et tout cela fait de cette culture florentine, fut culture de l'humanisme civique et je reprends à dessein le terme quelquefois contesté de Hans Baron, en fait, comment vous dire, un gisement extraordinaire d'expérience et de réflexion pour la suite de la pensée politique moderne. Lequel Hans Baron a fait le tombeau de Weimar, car il est lui-même représentant de toute cette pensée juive expulsée, qui a essayé de repenser pour l'Amérique ce qui n'avait pas été possible dans les dernières années d'or de la République allemande. Merci Alexandre.